L'identifiant national de santé, INS, est l'un des socles de la nouvelle ère du numérique en santé impulsée par Ma Santé 2022. Obligatoire au 1er janvier 2021, il est propre à chaque individu et permet de faire converger l'ensemble des données de santé de façon sécurisée pour chaque personne afin d'améliorer la prise en charge et la qualité des soins. Comment se déploie-t-il sur le terrain? Quels bénéfices pour les patients, pour les soignants? On en parle tout de suite. Soyez toutes et tous les bienvenus sur le plateau de Hub Santé TV. Pour parler de l'INS, ce sujet particulièrement important, rien de tel que d'aller sur un territoire. Et nous allons ensemble sur le territoire du groupe hospitalier territorial Nord-Ouest Vexin Val d'Oise, Novo, son petit nom. Avec vous, Alexandre Aubert, vous en êtes le directeur. Oui. Merci à vous d'être là. Anne-Lise Lemoine, là aussi, vous travaillez au sein du GHT, vous êtes la directrice des systèmes d'information. Donc forcément, l'INS, c'est un sujet que vous avez sur le haut de votre pile, oui. J'imagine. Et puis également, pour la société Dédalus, Guillaume Reynaud, vous êtes le directeur des relations publiques et coordinateur de la feuille de route numérique en santé. Tout à fait. Voilà un beau sujet que l'INS, mais l'INS, cet identifiant national de santé, je l'ai dit, obligatoire au 1er janvier 2021, j'ai envie qu'on remonte un peu dans le temps avec vous, Alexandre Aubert, parce que finalement, à l'échelle du GHT Novo, la question de l'identifiant patient, vous y travaillez depuis un certain nombre d'années, donc je voudrais comprendre ce contexte. Oui, alors avec la création des GHT, en fait, ce sont différents établissements qui se mettent en groupement et qui travaillent ensemble. Et donc l'idée sur un plan médical, c'est de faire des filières de soins, c'est-à-dire d'essayer sur un territoire assez vaste, pour nous c'est 850 km², 6 sites principaux. Et puis un périmètre qui couvre 600 000 habitants. Voilà, la zone d'attractivité représente à peu près 600 000 habitants. Et l'idée, c'est de dire comment on répartit les soins sur ce territoire. Où est-ce qu'on met des très gros plateaux techniques lourds, ou est-ce qu'on met des endroits où on va juste en consultation. Et l'idée derrière, c'est de dire aux usagers, ne cherchez pas où vous devez aller sur le GHT, venez près de chez vous. Nous nous occuperons du reste, grâce justement au fait que quand vous rentrez dans un point du GHT, votre identité est prise en compte, et à ce moment-là, elle apparaît identique sur tous les établissements ou tous les sites des établissements du GHT. Alors, ce qui peut être aussi intéressant de rappeler, c'est une particularité de ce territoire sans doute, c'est que depuis 2014, vous étiez déjà une communauté hospitalière de territoire, ce qui vous a donné peut-être un coup d'avance sur la logique des GHT, comment on fait converger. Oui, tout à fait. Les établissements concernés se sont mis en CHT, ce qui à l'époque n'était pas obligatoire, mais ce qui démontre bien l'intérêt compris de chacun des établissements de travailler ensemble. Donc il y avait déjà cette volonté, quelques années d'avance, et effectivement donc le besoin très vite qui s'est fait ressentir de partager une identité pour suivre un patient dans différents types de prises en charge, que ce soit des prises en charge au quotidien ou des prises en charge au plus long cours. Autre particularité, je veux qu'on sache tout de ce GHT Novo, c'est qu'il y a une direction unique. Et ça aussi, c'est pas le cas partout. Alors, c'est pas le cas partout. C'était l'idée quand j'ai pris ce poste, effectivement, pour créer un GHT, c'est quand même plus facile quand on a un principe décisionnel unique. Sinon, c'est toujours une lutte un petit peu éventuelle entre différentes directions et différents établissements pour savoir qui fait quoi. Une des missions sur lesquelles vous avez travaillé, Anne-Lise Lemoine, c'est cette IPP, l'identifiant personnel du patient, là aussi avant l'arrivée de l'INS. En termes de système d'information, c'était quels enjeux? L'identité du patient doit être au cœur du système d'information hospitalier. Sur la feuille de route du GHT, il nous était imposé de converger l'ensemble des systèmes d'information. Et l'identité devait être au centre de ce système d'information. Et pour moi, il était important d'avoir une seule et même identité pour nos patients qui sont amenés à aller d'un site à un autre sur l'ensemble du territoire. Et il y a aussi des enjeux de rapprochement ville-hôpital, parce qu'à l'échelle du GHT, voilà, on a cette diversité des établissements. Tout à fait, on a besoin d'identifier par un identifiant unique
nos patients sur l'ensemble du territoire. Alors cet identifiant unique, il va devoir être pris en compte dans des systèmes informatiques, différents outils applicatifs. Guillaume Reynaud, justement, comment on s'y prend en termes de back-office, en fait, tout ce qu'on ne voit pas pour intégrer cette couche supplémentaire d'information? C'était pour nous déjà le groupe Dedalus en tant qu'éditeur de logiciels, avec beaucoup de solutions de tout type présentes dans les systèmes d'information. On connaissait déjà ces sujets-là, on les suivait depuis longtemps. On a l'IPP, la notion d'identifiant du patient étaient déjà des notions connues. Et on avait évidemment la nécessité de suivre et d'accompagner cette stratégie de l'INS. On a pris l'engagement de le faire d'ailleurs. Donc concrètement, il y a quand même des impacts sur nos solutions logicielles. C'est effectivement de les adapter pour être capable d'absorber ce service socle, soit parce qu'on est la solution maître de l'identité, ça nous arrive parfois dans les systèmes d'information, soit parce qu'on est tout simplement consommateur de cet identifiant. Et donc oui, nos R&D se sont organisés assez vite pour suivre la cadence, quelles que soient les solutions d'ailleurs, un dossier patient, un logiciel de labo, un logiciel de radio. Donc nos équipes sont mobilisées sur la démarche et sur le sujet depuis déjà un bon moment. Et donc on était content de participer en site expérimentateur, puisque le GHT Lenovo était site expérimentateur comme quelques autres. On a participé avec d'autres également. Donc oui, on a suivi ça. Donc concrètement, les R&D sont sur le sujet, elles ont adapté les versions, adapté les solutions. Et elles vont le faire aussi pour d'autres services SOC d'ailleurs de la feuille de route qui sont en train d'arriver. Oui, qui arrivent très vite parce que les objectifs, l'INS, je le disais, 1er janvier 2021, 26 janvier 2021 sur le GHT Novo. Avant de plonger dans la question de l'expérimentation, votre groupement hospitalier a un schéma directeur informatique, c'est obligatoire. Et quand il a été construit, est-ce qu'il, dès lors, il prenait en fait en compte toute cette nouvelle logique de convergence, à la fois des bases de données, de l'ensemble des informations? Absolument. C'était notre feuille de route et l'identité du patient au centre de ce schéma directeur. Donc un gros travail de convergence de nos différents systèmes d'information sur l'ensemble du territoire pour avoir un seul et même identifiant qui redescend dans l'ensemble du système d'information clinique. Est-ce que, Alexandre Robert, ce processus a aussi obligé à questionner ou réinterroger les pratiques professionnelles? Vous parliez tout à l'heure de filières de soins à l'échelle du territoire. Comment ça se joue aussi là-dessus? Alors, c'est un aidant pour mettre en place une idée qu'on avait déjà depuis longtemps d'aller vers la filière de soins. Pour la petite histoire, aujourd'hui, par exemple, le chef de service du soin de suite et réadaptation de pneumologie est l'ancien chef de service de médecine aiguë à 30 km de l'établissement support. Donc ce même médecin est venu avec une partie de son équipe médicale pour prendre en charge ce soin de suite et réadaptation. L'idée, c'est qu'il retrouve des patients qu'il a connus service de médecine, il le retrouve en SSR, et l'idée c'est si possible qu'il ait le même environnement de travail, le même outil de travail, et surtout tout l'historique. Donc ça, c'est parce que ce sont les mêmes équipes, mais même lorsque ce ne sont pas les mêmes équipes, lorsqu'elles se parlent, vous avez parlé, on reparlera peut-être tout à l'heure de la ville-hôpital, lorsqu'on veut partager des informations avec des collègues de la ville, c'est important qu'on soit certain qu'on parle du même patient, et qu'on puisse du coup déposer des informations qu'on va partager pour la prise en charge du patient. Très bien. Alors, il y a eu une démarche pilote, 10 établissements en France qui, aux côtés de l'Agence du numérique en santé, ont expérimenté le déploiement de l'INS, dont le GHT Novo. Alexandre, quelle a été cette démarche d'expérimentation? Quelle a été la méthodologie, peut-être le cahier des charges? Alors l'idée, c'était, Annelise l'a dit tout à l'heure, c'était déjà de faire converger certains logiciels, à la fois la gestion administrative du patient, bien sûr, parce que c'est là qu'on va rentrer l'identité, mais derrière tous les logiciels qui en découlent, et notamment le dossier patient informatisé, puisque nous sommes en train de déployer Dedalus, qui est notre dossier patient informatisé sur l'ensemble des sites du GHT. Et donc l'idée, ça a été de converger vers ces logiciels pour pouvoir derrière, alors qu'on a toujours 3 établissements juridiques différents,
ça c'est un peu compliqué, on n'est pas fusionné, hein. On est un groupe hospitalier mais avec 3 établissements juridiques différents, donc 3 bases de données différentes qui génèrent des datas qui appartiennent à des patients qui, eux, vont passer d'un site à l'autre sans savoir juridiquement s'ils font partie de tel établissement ou tel autre. Oui, ça doit être pour eux, transparent. Voilà, pour eux, il faut que ce soit totalement transparent. Donc il a fallu adapter le système d'information, Annelise en parlera mieux que moi, pour que justement on puisse avoir cette identité qui, à partir du moment où le patient rentre dans l'un des sites, il n'a plus à s'occuper de repasser par le bureau des admissions. Son identité est connue dans le GHT. Alors, quel a été ce processus, justement, Annelise Lemoine? Comment vous avez travaillé avec Daedalus pour construire finalement cette cartographie, je ne sais pas quel est le terme le plus approprié, cette architecture projet autour de l'INS? Alors, au départ, j'ai plutôt travaillé avec la société Cepage pour créer en fait cette identité unique au sein de nos établissements pour qu'elle soit véhiculée dans l'ensemble des systèmes d'information et notamment dans le DPI DXCare de Daedalus qui est en cours de déploiement sur l'ensemble du territoire. Il était important qu'un service de pneumologie d'un site A puisse avoir les informations de l'hospitalisation de pneumo du site B. Et grâce à ce DPI qui accepte cette identité unique, on puisse avoir la visibilité complète du dossier du patient pour les soignants. Alors ça veut dire, Guillaume Reynaud, que vous êtes en capacité de prendre en compte l'existant, des outils mis en place et de construire en fait ensuite les différents modules complémentaires pour aboutir à ce schéma d'organisation. Déjà sur la convergence elle-même, oui, notre dossier patient aujourd'hui DXCare, notamment sur le Novo, sur le GHT le Novo, sa stratégie c'est d'être unique et d'être capable de couvrir également les besoins sur les autres établissements. Et ça, le groupe le fait maintenant de plus en plus. C'est vrai que le GHT le Novo était un des premiers sites à nous emmener vers la convergence de mémoire, par son histoire et son parcours. Mais aujourd'hui, dans le cadre des GHT en France, la démarche est très engagée et on a beaucoup d'établissements qui convergent vers des solutions uniques et notamment nos dossiers patients ou même nos solutions administratives. Concernant l'INS, c'était cette même logique, il fallait être capable de l'absorber, de le gérer dans le référentiel des identités. Et puis encore une fois, je pense qu'on peut le dire, je le dis peut-être un peu en avance sur des questions que vous vouliez nous poser, mais enfin, faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui, parce que ça fait 20 ans, c'est ça? C'était au tournant du siècle qu'on a commencé à se dire on y va. C'est un peu ça. Enfin, je veux dire, on est tous convaincus, tous les acteurs. Là, on parle de Daedalus et du GHT le Novo, mais l'écosystème de santé est convaincu par un INS qui nous permettra enfin d'organiser des filières, des parcours, des échanges de documents et simplifier la vie des patients. Parce que l'objectif, c'est ça au final, c'est qu'un patient, Alexandre l'a très bien expliqué, il accède et puis il puisse se poser de questions derrière, son dossier va suivre, ses documents vont suivre. Voilà, pas besoin de re-remplir un certain nombre de documents, de re-renseigner de la donnée. Et de refaire N fois les mêmes choses parce qu'il y aura un INS partagé. Donc la DNS, dans sa démarche, a enfin appuyé fortement pour qu'on rattrape ce retard et enfin qu'on ait un INS partagé. Alors si on est dans une expérimentation, c'est encore le cas aujourd'hui, avec ces 10 sites pilotes, ça veut dire qu'on est, pour tous les acteurs concernés, dans une démarche apprenante, où on teste, on corrige. Là aussi, ce processus itératif, comment il a pu se construire? J'imagine que Guillaume et Annelise, vous avez beaucoup travaillé ensemble, comment? Alors, on a travaillé par atelier. Et donc, avec ces ateliers, il y avait différents acteurs, dont Daedalus, et puis des référents métiers au sein de nos établissements. Ils ont travaillé ensemble et adapté les logiciels concernés, donc le DPI DXCare et puis la GAP de Cepage. Donc, ils ont appris à intégrer cet INS et de voir circuler cet INS dans le système d'information. J'aimerais votre complément, Guillaume, oui, de votre regard d'éditeur. Regard éditeur, d'abord l'État fait toujours de cette manière-là, quand il a des évolutions réglementaires à mettre en œuvre, on passe souvent par une phase pilote, expérimentation, donc en tant qu'éditeur, nous on est ravis de participer à ces phases pilotes, on l'a fait avec le Novo et puis avec
avec la PHP, on a fait avec des privés aussi sur cette démarche pour bien suivre, parce que ça nous permet évidemment assez tôt d'organiser l'adaptation de notre solution, d'apprendre aussi, et de co-apprendre avec d'autres éditeurs, parce qu'on n'est pas un écosystème unique, donc on a besoin de ce partage-là, et ça nous permet d'être prêts en temps et en heure, c'est ça le but. Donc on est prêt en temps et en heure sur le sujet de l'INS maintenant pour une grande majorité de nos solutions. Alors vous l'avez dit, 1er janvier 2021, c'était la date obligatoire. Maintenant, on le sait tous. C'était le texte de la loi. C'était le texte de la loi. Maintenant, on le sait tous, 2021, ce sera courant 2021 que l'INS va se répandre vraiment partout. Ça va s'accélérer très fortement. Et concrètement, nous, on a eu la chance de participer à ces phases pilotes pour être prêts. Alors justement, vous avez travaillé en phase pilote avec plusieurs établissements. La PHP, oui. Finalement, alors justement, avec des échelles très différentes, est-ce que ce sont exactement les mêmes problématiques? Est-ce que les spécificités locales impactent vraiment les enjeux de déploiement? Alors, techniquement, déjà, notre rôle sur le GHT Lenovo n'est pas identique partout. C'est-à-dire que sur le GHT Lenovo, Anne-Lise l'a bien expliqué, on est consommateur de l'INS en tant que dossier patient, puisque c'est une autre solution qui est maître de l'identité. On a d'autres cas d'expérimentation où on est le maître de l'INS, que ce soit pour nos gammes, la gamme Hexagone maintenant qui a rejoint le groupe Dedalus, ou que ce soit pour le dossier patient lui-même d'ailleurs. DXCare joue le rôle des fois de maître de l'identité. Donc l'approche a été intéressante d'avoir justement ces différentes cas de figure pour pouvoir le gérer. Et donc, moi, je dirais que la chance qu'on a eue avec le GHT Lenovo a été très bien expliquée par Alexandre, c'est que cette culture d'un identifiant unique était là. Elle était déjà en place depuis déjà un bon moment. Et donc, concrètement, la partie, on va dire, stratégie de changement fonctionnel a été beaucoup plus facile à être absorbée. Dans d'autres contextes, on est dans des contextes où l'INS arrive alors que le GHT n'est pas encore vraiment bien structuré. On va le dire comme ça. Et pour toutes les raisons qu'Alexandre a expliquées. Donc, sur le GHT Lenovo, ça a été quand même plus simple. C'était une continuité naturelle. Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que un levier clé de la réussite du déploiement de l'INS, c'est qu'il y ait déjà, ou de mettre en place de façon solide, une gouvernance pluriprofessionnelle à la stratégie pour, vous le disiez Anne-Lise, des différents acteurs qui participaient aux ateliers. Ça fait partie des ingrédients de réussite de cette nouvelle étape? Alors, je laisserai bien quand même le GHT Lenovo répondre à ça, mais je dirais juste côté éditeur, dans ma perception, que l'INS, c'est de la technique. Mais la technique absolument nécessaire pour permettre le partage. Si on dit partage derrière de documents, ça veut dire organisation de parcours, ça veut dire échange des professionnels, ça veut dire l'habitude de partager de ces filières et ces parcours. Au GHT Lenovo, on a trouvé cet état de fait. Donc c'est bien plus simple d'y arriver de cette manière-là, alors que dans d'autres structures, il y a encore des guerres de clochers, j'utiliserai cette expression-là, qui ne permettent pas encore le vrai parcours. Donc l'INS arrive un peu comme un perturbateur, comme une avance de phase. Je le dirais de cette manière-là, en tout cas. Alexandre, j'ai envie d'entendre un complément de votre part. Vous avez souri en entendant parler de ces guerres de clochers. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idée de la direction commune, c'est justement un petit peu d'avoir un principe décisionnel unique. Et on passe du stade où, pour nous, sur 6 sites, 3 établissements, vous avez des gens qui venaient dans un petit établissement, qui pouvaient avoir une consultation, et dès qu'ils devaient avoir soit une IRM ou un scanner, soit passer sur un plateau technique lourd du type bloc opératoire, on leur disait « Ah, là, il va falloir aller ailleurs, parce qu'ici, on ne sait pas faire ». Alors, soit on envoie chez le voisin, soit on envoie très loin, soit c'est le malade qui se débrouille. Là, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le patient, lorsqu'il est là, il travaille avec des équipes communes. C'est-à-dire que le chirurgien qui voit sur un site complètement déplacé, loin de la base de l'établissement support, sera le même chirurgien qui le reverra ultérieurement. Ce que je veux dire par là, c'est que la filière de soins, on a écrit, au moment où on a créé le GHT, alors c'est comme l'INS, c'était une obligation, mais nous, on en a fait une véritable arme stratégique de répartition de la prise en charge sur un territoire. Et donc, on a écrit avec tous les soignants de l'établissement un projet médical et un projet de soins de territoire. Vraiment un vrai projet. Et dans la mesure où, je vous l'ai dit, le chef de service d'un soin de suite et réadaptation étant l'ancien chef de service de médecine aiguë, ça facilite énormément les choses. C'est ça qui a fait qu'on avait une longueur d'avance.
Vous avez parlé finalement des bénéfices pour le patient, toujours avec des exemples très concrets. On arrive dans un établissement, on a le soin qui vient à nous. Quel est aussi le bénéfice pour les établissements de santé eux-mêmes? On est dans un secteur où malheureusement on parle beaucoup d'enjeux de performance, parce qu'il y a des contraintes budgétaires qui pèsent sur vous. Est-ce que ça apporte quelque chose aussi en termes de performance? Ah oui, alors c'est certainement l'apport, mais parce que dans la performance, il y a beaucoup de choses. Alors oui, il y a le côté gestionnaire, plutôt que d'avoir des systèmes d'administration qui refont des identités tous les 20 km, c'est quand même bien d'avoir un système d'administration qui, lorsqu'il a créé une identité, la dispatche partout. C'est de l'administration en moins, et l'administration, ça a un coût. Mais c'est surtout une performance au niveau qualitatif, c'est-à-dire indépendamment du côté pratique pour le patient, avoir la garantie que son dossier suivra lorsqu'il va dans un autre établissement. C'est pour lui avoir la garantie que le médecin qui va le voir en face de lui va le traiter avec toutes ses données médicales. Un médecin, pour être efficace, il a besoin d'avoir le maximum de données sur l'état du patient. Alors soit le patient est porteur de ces données, il est particulièrement au fait avec sa maladie et tout va bien, mais dans une maladie, vous pouvez avoir des antécédents chirurgicaux, médicaux divers et variés. Là, l'avantage, c'est que le patient vient avec la garantie que tout son dossier est disponible pour le médecin qui est en face de lui. Donc c'est une qualité de prise en charge qui est énorme. J'aimerais un commentaire de votre part, Guillaume Reynaud, sur ce point, parce que on parle de communiquer à l'échelle d'un GHT, mais le parcours patient, il ne se passe pas toujours qu'à l'échelle d'un GHT. Est-ce qu'avec, on va peut-être parler d'interopérabilité ensemble, si je me casse une jambe sur une piste de ski lorsqu'elles seront rouvertes du côté des montagnes autour de Grenoble et que je reviens à ma résidence sur le GHT, comment les choses se passent? Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'INS, on a cette garantie que tout est simple? Bien sûr. En fait, si on fait un tout petit pas en arrière, les débats qu'on a dans la santé, dans les systèmes d'information de santé, c'est les cloisonnements. Voilà. Il y avait le sanitaire d'un côté, la médecine de ville de l'autre, le médico-social après. Et ces trois mondes-là ne communiquaient pas et ne partageaient pas. Il y avait des tentatives, bien sûr, mais ça ne fonctionnait jamais. L'INS, déjà, la base était de pouvoir parler des mêmes patients. Et donc ça n'existait pas. Et enfin, là, on va avoir un système qui va nous permettre de parler d'une écrasante majorité des patients, et on parlera du même, et ce sera à coup sûr le même, et ça va huiler, fluidifier évidemment les partages. Donc l'exemple que vous citez va enfin permettre, basiquement, tout simplement du départ de son médecin traitant, d'avoir des documents qui vont suivre à son hospitalisation, qui vont remonter au médecin traitant, qui vont suivre en soins de suite et réadaptation, etc. etc. Même dans des coordinations de région, même dans des coordinations avec d'autres structures de santé publiques, privées, puisqu'on parlera enfin techniquement du même patient. Donc oui, c'était la pierre angulaire absolument indispensable. C'est pour ça qu'on dit enfin. Enfin. Alors justement, on est dans une phase pilote, mais vous l'avez dit, avec les obligations légales en 2021, il faut que le déploiement se fasse vite et bien. Si vous aviez des conseils à donner à vos homologues d'autres groupements hospitaliers territoriaux, c'est quoi pour vous les clés de la réussite? Alors les clés de la réussite, c'est de comprendre l'enjeu, de comprendre l'intérêt. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de guerre de clochers, ça c'est ce qui fait que le système ne marchera pas. Il faut avoir un intérêt à partager l'information, donc il faut avoir une volonté pour les équipes soignantes, je dis bien soignantes, il y a les équipes médicales bien sûr, mais les équipes soignantes en général, à partager une information et à ce qu'un patient puisse aller d'un site à l'autre en fonction des prises en charge qui composent un groupe hospitalier. Mais aussi, comme vous l'avez dit, au-delà du GHT, nous c'est le GHT qui a été notre première aire de jeu, aire d'expérimentation, mais notamment avec la prise en charge de la pandémie, très vite la relation ville-hôpital s'est accentuée de manière extrêmement forte et il a fallu être certain qu'on partageait bien la même identité du patient pour partager la même information. Alors, avant de conclure, j'aimerais quand même qu'on dise un mot d'un autre élément clé de la feuille de route du numérique en santé, c'est l'ENS, plus l'INS, mais l'ENS, l'espace numérique en santé. Ça sera l'espace pour le patient, c'est une porte d'entrée. Est-ce que j'aimerais savoir si l'INS, c'est cette étape indispensable pour qu'on puisse y arriver? Parce que tant que tous les établissements ne l'auront pas intégré cette année, on n'arrivera pas à l'ENS au 1er janvier 2022
Guillaume Reynaud, comment vous voyez les choses? Alors, donc l'ENS, c'est bien cet espace numérique de santé qui sera mis à disposition du patient, qui est en phase d'expérimentation cette année et qui sera mis à disposition du patient en 1er janvier 2022. Donc l'objectif sera que le patient pourra accéder dans cet ENS à différents services. Et évidemment, les déploiements des services socles essentiels comme l'INS, l'Identifiant national de santé, mais d'autres, l'AMS Santé, le DMP et ProSanté Connect, sont absolument nécessaires pour arriver à cette fluidification des documents vers ce système national. Voilà. Donc, concrètement, c'est une très belle cible. Moi, je dirais, même sans parler d'éditeurs Dédalus, en tant que citoyen, on va enfin pouvoir, en tant que patient, en tant que citoyen, y trouver normalement au moins quelques rendez-vous et des documents et pouvoir gérer sa propre e-santé, on va le dire de cette manière-là. Donc concrètement, il faut qu'on accélère très fort sur le déploiement de l'INS. Et d'ailleurs, la DNS est en train de parler d'un Ségur du numérique où elle va accélérer l'écosystème pour tout le monde et nous permettre effectivement d'atteindre cette cible. Donc peut-être pas au 1er janvier 2022 tout de suite, mais on va dire dans les 2 ans à venir, là, il faut qu'on ait en effet une très très forte accélération sur tous ces déploiements. Alors je le disais tout à l'heure, Anne-Lise, l'INS sur le dossier, sur le dessus de votre pile de priorités. Cet horizon de l'ENS 2022, c'est aussi quelque chose que vous avez déjà en tête, qui est juste à côté sur une autre pile. Comment Oui. Puisque du coup, avec l'INS, on pourra communiquer avec cet espace de santé. Et oui, puis on communique déjà avec le DMP, on communique déjà avec d'autres structures à l'extérieur du GHT. Donc c'est une clé importante du système de demain de santé. Comment vous vous inscrivez, vous aussi, Alexandre Aubert, dans cette perspective? Ça va arriver vite, le 1er janvier 2022. Oui, ça arrive très vite. Après, comme je l'ai dit, il y a une histoire de volonté. Quand on arrive à l'INS, c'est-à-dire qu'on a déjà envisagé dans des filières de soins de partager le patient et donc de partager l'information, de le traiter au mieux où qu'il soit. Vous parliez tout à l'heure, là on a joué dans la cour du GHT, on a ensuite écarté la cour avec la médecine de ville. Mais pour reprendre l'exemple que vous disiez tout à l'heure, pour être certain que si vous passez par le CHU de Grenoble, malheureusement parce que vous êtes cassé une jambe et que vous revenez en Ile-de-France derrière sur un hôpital comme Pontoise, c'est vraiment une garantie de qualité de savoir que vous n'avez pas besoin, vous, d'être forcément porteur de votre dossier médical sous le bras, de savoir à quoi vous êtes allergique, de savoir, mais que quelque part le médecin va pouvoir retrouver toutes ces informations dans cet espace numérique que vous partagez ou que vous soyez sur le territoire. Je pense que c'est absolument primordial et c'est la volonté d'avoir toujours les informations à disposition pour les équipes médicales qui vous prennent en charge. Et ces équipes médicales, à chaque fois qu'elles rentrent une donnée, savent qu'elle est extrêmement importante parce qu'elle pourra leur servir à eux, mais à servir à un collègue ultérieurement où que vous alliez sur le territoire. Ouais. Et j'apprécie particulièrement qu'à chaque fois vous remettiez ça à l'échelle du patient. C'est la qualité de soins et puis c'est même éviter de perdre des chances parce que de bien se remettre d'un traitement, d'une opération, parce qu'on aura une connaissance fine de qui je suis précisément à l'instant donné. Mais tout à fait. Si vous êtes éventuellement consciente que vous êtes allergique, vous avez fait un choc anaphylactique lors d'une dernière entrée dans un bloc opératoire, si vous êtes consciente et que vous êtes capable de le dire, tant mieux, vous serez bien pris en charge. Si demain, malheureusement, vous avez un accident de voiture, qu'on vous ramasse dans le coma, vous ne pourrez pas vous exprimer, vous allez vous retrouver au bloc opératoire. Là, pour le coup, que l'équipe médicale, les anesthésistes qui vont vous prendre en charge soient au courant de ces allergies. Vous parliez de performance tout à l'heure. Là, pour le coup, c'est une performance parce que ça va vous éviter bien des déboires, ça va vous éviter éventuellement un passage en réanimation de manière indue, alors que si on vous avait mieux connu, on aurait peut-être pu éviter certains accidents. Et tout ça, ça participe de la performance, donc de la gestion même de nos hôpitaux. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Alexandre Aubert, Anne-Lise Lemoine et Guillaume Reynaud pour ces éclairages très clairs. Et il nous reste à souhaiter que cette accélération sur l'année 2021 se poursuive et avec une issue positive pour la prise en charge des patients. Et nous, évidemment, on se retrouve très vite parce qu'il y a d'autres sujets encore à décrypter qui font la santé d'aujourd'hui. À très vite sur le plateau d'UpSanté TV.